Ok, bonjour à tous. Donc, on continue dans le cours de la CT 6100 de sciences de données pour les actuaires. Donc, on est toujours dans ces modèles supervisés et on va commencer à parler un petit peu de méthodes d'ensembliste aujourd'hui. Donc, je vais faire une petite présentation un peu générale, puis ensuite on attaquera sur le bagging et la notion de forêt aléatoire. Et dans un second temps, on fera du boosting. Donc, je vais juste partager mes slides. Donc on est dans cette donc j'ai fait du 5.1 donc avec essentiellement les méthodes ensemblistes. Ok, donc on est sur ces notions de en gros d'utiliser plusieurs modèles et essayer d'en tirer quelque chose. Donc quelque part ça remet un petit peu en cause pas mal de choses qu'on avait fait dans le je pense au cours de modèles linéaires appliqués où on disait bah on a une régression, on essaie de trouver la meilleure régression, donc on cherche à comparer les modèles. On avait des critères de type AIC, ce genre de choses, qui nous permettent de dire ce modèle-là est meilleur que l'autre, qu'un autre. Là, on va prendre un point de vue un peu différent en se disant peut-être que ça ne sert à rien de chercher le meilleur modèle, essentiellement parce que si jamais j'ai plusieurs modèles, au lieu de chercher celui qui serait le meilleur et potentiellement me tromper, peut-être qu'en fait on peut extraire un petit peu d'informations de tous les modèles. Donc on va commencer à avoir l'idée de combiner des modèles. Donc c'est ce qui se cache derrière cette idée de méthode d'ensemble, où je vais avoir plusieurs modèles et juste tenter de les agréger, plutôt que d'essayer de faire une sélection du meilleur. Donc il y a un mot qui apparaît après qui est une notion de parallèle. Donc effectivement, je vais faire une distinction entre un apprentissage qui se fera en parallèle ou un apprentissage qui se fera en série. Donc je vais juste illustrer ça avec tout simplement un problème d'électronique. Donc l'idée c'est quoi? C'est que j'ai des données, donc c'est ce qui va en gros alimenter mon, mes modèles. Donc mes données vont rentrer comme input en gros dans mes modèles. Donc j'ai mes modèles qui sont éventuellement un premier modèle là, un second modèle là. Là on a un apprentissage en parallèle. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes données vont rentrer dans chacun des modèles et vont me donner quelque chose en sortie. Okay, et à la fin, j'ai ce qu'on va appeler un problème d'agrégation, qui est comment est-ce que je récupère les sorties de différents modèles. Donc ça, c'est ce qu'on évoquera à la fin de cette capsule. L'autre qu'on verra un petit peu plus tard, c'est l'apprentissage en série ou séquentiel, okay, dans le sens où j'ai des données, donc toujours ma batterie quelque part. Donc j'ai mes données qui sont ici, qui vont rentrer dans le premier modèle. Et éventuellement, je vais pouvoir améliorer avec un second modèle, puis améliorer avec un autre modèle, et on va continuer comme ça. D'accord. Donc l'idée de cet apprentissage peut se faire en deux temps. D'accord. Donc il y aura la version en parallèle, donc c'est ce qu'on fera quand on fera en particulier les random forest, donc les notions de forêt aléatoire, où on va en gros, le découpage se fera un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que mes données vont me permettre de construire plusieurs jeux de données. Okay, donc là, je renvoie essentiellement à ce qu'on avait déjà discuté dans le cours de modèle linéaire appliqué, où je présentais les méthodes de Bootstrap, euh, non pas comme étant une fin en soi, mais plutôt comme étant une méthode pour comprendre ce que voulait dire l'incertitude sur l'estimation. Donc, c'est le point de départ de la stat computationnelle, qui consiste à dire, bah, classiquement, dans un problème de stat math, on va dire que j'ai des observations, y1, yn. Derrière, je suppose que j'ai une variable aléatoire, mais je ne peux jamais l'observer, la variable aléatoire. Ce que j'observe, c'est toujours une réalisation, et avec ça, il faut que je fasse quelque chose. Et l'idée des méthodes de simulation consiste à dire, mais en fait, l'aléa, je peux le créer. Et donc, je peux créer des faux échantillons et voir ce qui se passerait si effectivement j'avais des y1, yn qui étaient gaussiens. Je pourrais avoir une distribution de mon estimateur et toutes sortes de choses. Okay, donc, c'est un peu la même chose qu'on va faire ici. Donc, on va s'amuser à créer des bases de données. Donc, je vais créer un ensemble de bases essentiellement par du Bootstrap. Okay, d'où mes capsules précédentes sur les notions de méthodes de simulation. Donc, on va créer des bases potentiellement admissibles, d'accord, donc qui sont des bases qui sembleraient correspondre en tout cas à ce que j'ai pu observer dans mes données. Donc, d'un point de vue formel, c'est qu'au lieu de tirer suivant la probabilité P, je vais tirer suivant la probabilité empirique P indice N. D'accord. Donc, le bootstrap, ça revient à tirer suivant la distribution empirique. Et une fois que j'ai mes échantillons, bah, je vais les faire passer dans un modèle et je vais récupérer des prévisions. Voilà, donc ça, c'est l'approche un petit peu classique qu'on avait vue. Donc ça, c'est vrai, enfin, dans le cours de modèle linéaire appliqué, et c'est vraiment ce qu'on va continuer à faire dans cette partie en parallèle, d'accord, donc qui sera la fin de cette capsule, ou peut-être la prochaine, je vais peut-être quand même la couper en deux. Et après, donc, se pose le problème de, ok, qu'est-ce que je
qu'est-ce que je prédis de manière optimale à la fin. Okay, donc, on va devoir agréger ces choses-là. Au contraire, quand on va faire les méthodes en parallèle, on va avoir une vision totalement différente où on va se dire, on va plutôt essayer d'apprendre de ses erreurs. Okay, donc, c'est plutôt comme ça que moi, je vais vous le présenter, en disant que j'ai mes données, je vais les faire rentrer dans un premier modèle, et ensuite, on pourrait se dire, mais est-ce que je ne peux pas améliorer? Okay, donc, je reviendrai un petit peu sur le cas du modèle linéaire, qui est un cas très particulier, parce qu'en fait, c'est dur d'apprendre de ses erreurs, mais quand on a des modèles un petit peu simples, en fait, on peut se dire, peut-être que les résidus que je récupère à la fin de ce modèle, je peux encore les améliorer. Okay, et c'est en fait un petit peu comme ça que je vous avais dit qu'on faisait la modélisation appliquée, c'est de dire, je commence à construire un premier modèle assez simple, et ensuite, je vois si jamais mes résidus sont effectivement hétéroscélastiques, si jamais je ne peux pas tenir compte d'autres variables pour essayer de les prédire. Et donc, on va comme ça apprendre de nos erreurs au fur et à mesure. Donc, je vais faire passer par toute une série de modèles. Donc, on est vraiment dans cette approche en série, okay, où je vais de manière séquentielle, je vais apprendre, et à la fin, on espère récupérer une prévision qui sera meilleure. D'accord ? Donc, il y a vraiment cet apprentissage à partir de plusieurs modèles qui va se faire dans deux directions et que je vais séparer fondamentalement parce que c'est plus simple. Donc, la première méthode avec la notion de parallèle, c'est ce qu'on appelle du bagging, okay, donc bootstrap aggregating. Donc, on va simuler plein d'échantillons puis à la fin agréger. Et l'autre approche qui est de l'apprentissage séquentiel qu'on appellera du boosting. Voilà, j'essaierai de justifier un petit peu tout ça par la suite. Donc, les boostings sera dans une capsule ultérieure. Voilà donc pour les deux grandes familles de termes. Alors, ce n'est pas des choses totalement nouvelles, hein, on reviendra un petit peu là-dessus. Alors, j'ai juste besoin de revenir sur quelques concepts un petit peu abstraits de notions d'apprentissage, sur ce qu'on essaye de faire fondamentalement, c'est-à-dire, on dispose d'un échantillon. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. J'ai toujours un échantillon d'observation, okay, donc qui va toujours contenir une variable d'intérêt Y et des variables explicatives. Je continue à utiliser ce formalisme un petit peu étrange où j'appelle grand Y l'ensemble de définitions de mes variables X, avec une petite subtilité qui est que dans le cas non gaussien, dans le cas non réel, que ce soit le cas des comptages ou le cas des variables binaires, okay, ce qu'on essaye de faire, c'est pas souvent juste de prédire la valeur, c'est d'avoir éventuellement une grandeur associée à un modèle probabiliste sous-jacent. Donc, dans le cas d'une loi de Bernoulli, on veut la probabilité. Donc, la probabilité n'est pas à valeur dans l'intervalle 0,1, donc ça ne me prédit pas la classe, ça me prédit la probabilité dans une classe. Et quand j'ai un comptage, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça ne me prédit pas combien est-ce qu'on pense observer, mais plutôt, le modèle classique, c'est le modèle de Poisson, donc ce serait plutôt le paramètre sous-jacent de la loi de Poisson, qui est aussi son espérance. Okay, donc, le grand Y, je continue de manière un petit peu ambiguë, comme dans tous les livres, à l'utiliser comme étant la notation, mais voilà, les Y peuvent être à valeur dans 0,1 par exemple, l'ensemble 0 et 1, mais la prévision ne sera pas prévoir la classe, mais éventuellement prédire une probabilité. Donc éventuellement, on sera dans un ensemble un peu plus grand qui inclut les points sur lesquels on va arriver. Ok, donc le but de ces modèles, c'est de faire des prévisions, bien souvent. Donc, c'est ce que j'appelais cette histoire de modèle. Okay, donc, le modèle, c'est ce qui me permet de passer de mes inputs à mes outputs. Donc, mon modèle, ou ma prévision, c'est cette fonction f que j'essaye d'approcher. Okay, et une grandeur classique, donc on l'avait vu en particulier quand j'avais parlé de la règle de Bayes, c'est de dire, ce qui peut nous intéresser, ça peut être de trouver l'espérance conditionnelle. Voilà. Donc, on cherche ce f étoile, mais je ne peux pas le connaître. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas la distribution sous-jacente, par exemple. Donc, si je la connaissais, il n'y a pas de souci, je pourrais faire des calculs, c'est juste un calcul intégral, mais je ne les connais pas. Donc, j'utilise mes données pour essayer de l'approcher. Donc, on va essayer de construire, et c'est le but de tout ce qu'on fait depuis le début, on va essayer de construire un FN chapeau, okay, qui soit le plus proche possible de mon F, mais aussi implicitement quelque part de mon F étoile. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Le but de la construction des modèles, c'est de trouver des algorithmes en fait, qui nous permettent d'approcher cette fonction f ou f étoile, okay, qui soient les plus efficaces possibles. Donc, une chose qu'on te demandera, ce sera une notion de consistance. Okay. Donc, une notion de consistance, ce sera le fait que quand on a si jamais j'avais énormément d'observations, dans ces cas-là, mon FN chapeau serait très proche de mon F étoile.
D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va demander et qui paraît relativement naturel, okay, de se dire, bah, je suis capable. Donc, repensez à l'exemple de l'espérance conditionnelle. L'espérance conditionnelle, c'est jamais qu'une fonction de ma variable de conditionnement, mais ça peut être une fonction relativement compliquée. Okay, et ce qu'on se dit, c'est que si jamais j'avais un nombre d'observations qui tendait vers l'infini, dans ces cas-là, je pourrais être aussi proche que je veux de ma distribution que de mon espérance conditionnelle. Voilà. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir des algorithmes qui sont capables de nous construire des fonctions aussi proches que possible de cette valeur-là. Alors, ça ne marchera pas pour certaines méthodes, en particulier les méthodes, les algorithmes qu'on a vus dans le cours de modèle linéaire ne marchent que si f étoile était une fonction linéaire. Okay, si jamais j'ai une fonction f étoile qui est linéaire, dans ces cas-là, effectivement, je vais avoir une convergence. Mais si jamais je ne suis pas linéaire, j'ai aucune chance de pouvoir le capturer parce que ça ne marche pas. D'accord? Donc, beaucoup d'autres méthodes marchent. En particulier, on a parlé un petit peu des cas plus proches voisins, on a parlé des méthodes de lissage et ce genre de choses. Donc, il y a pas mal de méthodes qui vérifient ces propriétés-là. C'est-à-dire, si jamais je commence à avoir beaucoup de données, je suis capable de capturer absolument toutes les formes possibles. Okay, avec peut-être des petites bémols si jamais j'ai des discontinuités. Donc, les discontinuités, si jamais j'essaie de les approcher par des fonctions continues, j'y arriverai pas. Mais on a commencé à voir les méthodes d'arbres. Les méthodes d'arbres sont probablement intéressantes parce que ça permet justement de capturer des non-linéarités. Et on a déjà, enfin, je vous renvoie à un cours d'analyse, mais on peut approcher avec des fonctions en escalier quand même énormément de fonctions. Donc, on se doute que ce n'est pas une propriété complètement impossible à avoir, en tout cas compte tenu du fait qu'on commence à quitter un petit peu les modèles linéaires pour aller vers des classes de modèles un peu plus générales. D'accord ? Donc les arbres étaient une première méthode, mais en fait cette méthode d'arbre, elle est importante parce que ces notions de fonctions en escalier, elles sont fondamentales en analyse. Je n'ai pas fait de capsule sur les notions d'approximation de toutes sortes de choses par des fonctions en escalier, mais c'est effectivement la base sous-jacente de tout ce qu'on fera par la suite. Voilà. Donc ici, la consistance, alors j'ai été passé un peu rapidement, mais elle est conditionnée par la distribution de mes observations. Okay, si jamais j'arrive à avoir quelque chose qui est consistant tout le temps, dans ces cas-là, on parlera de consistance universelle. Voilà. Donc des estimateurs qui sont universellement consistants, il en existe. Alors de mémoire, j'en parle un tout petit peu. C'est ce que j'avais un peu évoqué, c'est les cas plus proches voisins, les méthodes de noyau. Donc toutes les méthodes de lissage local marchent bien, marchent très bien et nous permettent de converger moyennant quelques petites conditions que je vais réévoquer ici, mais là aussi je renvoie aux capsules que j'avais faites en introduction dans les rappels mathématiques. Il faut avoir non seulement si on pense au noyau et aux voisins, non seulement il faut effectivement que le nombre d'observations tende vers l'infini, mais il faut que la notion de voisinage devienne de plus en plus petite. Donc il faut que ma notion de local devienne de plus en plus fine. Okay, donc à partir du moment où j'ai mon local qui devient de plus en plus petit et ma dimension en termes de variables explicatives qui tend vers l'infini, dans ces cas-là, je vais avoir des estimateurs qui sont très bons. Okay, donc pour le faire, le plus simple, c'est de revenir sur le classifieur de Bayes, qui est tout simplement la probabilité. Enfin, alors le classifieur va non pas renvoyer une probabilité, mais va me renvoyer une classe. Okay, donc la classe, alors je vais choisir la règle majoritaire ici. Donc ce que je dis juste, c'est si jamais j'ai deux classes 0 ou 1, j'affecte à la probabilité, j'affecte à la classe 1 dès lors que la probabilité d'être de type 1 excède la probabilité d'être de type 0. C'est-à-dire dès lors que la probabilité dépasse 1,5, je mets dans la catégorie 1. Si la probabilité est en dessous de 1,5, je mets dans la catégorie 0. Okay, et donc on a cette frontière d'indifférence, cette frontière de décision qui est le cas où la probabilité vaut très exactement 1,5. Okay, donc pour approcher ce f étoile, il y a plusieurs méthodes. Donc j'en rappelle ici deux. Je vais juste rajouter mon M parce que j'aime pas les fautes d'orthographe. Donc on a ici la méthode des cas plus proches voisins qui consiste juste à dire à un point donné, je vais regarder les cas voisins, donc moyennant une certaine métrique. D'accord ? Donc je vais prendre les voisins des xn et après je me contente de prendre les labels de mes y associés à ces observations qui sont dans le voisinage et je fonctionne avec cette règle de majoritaire qui consiste à dire je me place pour les individus qui sont au voisinage, donc je vais peut-être le faire sur un dessin, mais supposons que je me place en un certain point petit x, ok, je vais regarder tous les voisins qui peuvent exister, donc les voisins, je peux en avoir éventuellement ici qui sont de type 0, je peux en avoir, je vais les mettre en vert, qui sont de type 1, ok, et je me place sur un voisinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder à une certaine distance, ok, donc je vais prendre une boule autour de mon petit x. Je vais compter combien j'avais d'observations de type. Donc ici, pardon.
Ça, c'est la méthode du noyau. La méthode du noyau va consister à se donner un rayon. Donc, je compte combien de points j'ai à l'intérieur de ce rayon. Les cas plus proches voisins consistent à dire, je vais aller chercher, en l'occurrence ici, quelque chose comme les 8 plus proches voisins. Okay, et donc, parmi ces 8 plus proches voisins, je vois que j'en ai 3 qui sont de type 0 et j'en ai 5 qui sont de type 1. Donc, comme j'ai plus de chances d'être de type 1, dans ces cas-là, je vais décréter que mon F chapeau, pardon, que mon F chapeau N va m'affecter à la classe 1. D'accord. Donc, c'est vraiment cette règle majoritaire standard, qui est une règle majoritaire empirique, locale, dans le sens où je regarde sur un voisinage. Dans ce voisinage, est-ce que j'ai une majorité de 1 ou une majorité de 0? Si j'ai une majorité de 1, je prédis un 1. Okay, donc, la subtilité entre les deux que je présente, qui sont les cas plus proches voisins et la méthode du noyau, c'est que dans un cas, mon rayon est fixe, qui est la méthode du noyau. Okay, dans l'autre cas, au contraire, mon noyau ma notion de voisinage va s'adapter en fonction de la rareté. D'accord. Dans les endroits où il n'y a pas beaucoup d'observations X, je vais aller chercher les voisins un peu plus loin. Si au contraire, je suis dans un endroit très concentré, je vais aller chercher les observations très très proches de petit x. D'accord. Et en fait, la consistance, je vais la voir comment. Alors, si jamais je m'intéresse au cas plus proche voisin, il faut que n tend vers l'infini. Donc, la notion de consistance s'obtient asymptotiquement. Mais il faut aussi que mes notions de voisinage soient définies de la manière suivante, c'est-à-dire la proportion de personnes qui sont prises en compte dans mon voisinage doit être petite, donc elle va tendre vers 0. Okay, donc K sur N doit tendre vers 0, mais K doit devenir de plus en plus grand. Donc j'ai une infinité d'observations. Mon voisinage doit contenir potentiellement une infinité de points, mais cet infini, il est infiniment petit par rapport au gros infini de départ. Okay, donc c'est des notions classiques de convergence d'estimateurs avec des métaparamètres. D'accord. Ce qu'on demande, c'est que ces notions de voisinage, encore une fois, deviennent de plus en plus petites, et les plus en plus petites s'obtiennent relativement à la taille de départ. D'accord. Donc l'idée, c'est que éventuellement, si vous avez peu de données, votre voisinage il va contenir 10% des observations. Par contre, vous auriez 1 milliard de données, vous allez demander à ce que votre voisinage contienne peut-être 0,1% des données. Okay, donc la proportion des données dans votre voisinage doit tendre vers 0. Et on obtient à peu près la même chose quand on travaille sur les estimateurs à noyau, où on doit avoir quelque chose de la forme un NH qui doit tendre vers 0. Alors, on a du puissance P parce qu'il y a la dimension de mon X qui intervient. Okay, si j'ai un estimateur à noyau avec les mêmes fenêtres. Okay, et ce genre de choses. Okay, donc là, c'est une propriété qu'on va essayer de garder. Alors maintenant, je vais pouvoir parler un petit peu des méthodes d'ensemble. Les méthodes d'ensemble, elles sont assez anciennes. Je pense qu'un des premiers exemples, en tout cas, dont on a la trace, c'est un article assez intéressant de Galton. Donc Galton, vous le connaissez forcément. Enfin, il fait partie de la grande tradition statistique anglaise. Donc, voilà, donc des liens avec Darwin, la notion d'eugénisme et toutes ces choses-là. Donc, j'ai peut-être un petit peu discuté ces points-là dans le cours de modèle linéaire appliqué, mais sinon, dans les cours de stats, c'est souvent un peu évoqué. Et Galton avait écrit un article en 1907 qui s'appelle Vox Populi, donc qui est sur la question qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans les problèmes de big data, qui consiste à dire est-ce que la masse a raison? Est-ce que la foule a raison? Est-ce que je peux extraire de l'information de la vie de beaucoup de monde? Okay, et pour ça, il était revenu sur une foire agricole en Angleterre qui avait eu lieu en 1906, qui est un jeu qui manifestement était assez populaire, qui consiste à deviner le poids d'une vache. Voilà, donc vous avez peut-être déjà vu ça à la fois dans des foires agricoles, mais aussi c'est des choses qui existent des fois dans certaines fêtes d'école ou ce genre de choses, où vous devez deviner le poids d'un panier, et celui qui trouve le poids du panier remporte le panier, ce genre de jeu. Donc là, c'est deviner le poids d'une vache. Okay, donc il met dans l'article, vous avez la base complète des données, donc qui renvoie tous les poids qui ont été donnés par les personnes qui ont participé. Il y a quand même 787 personnes qui ont indiqué un poids. Okay, donc j'imagine que celui qui est le plus proche remporte la vache. Okay, c'est normalement ce qui se passe dans ce genre de jeu. Donc il a le poids final, enfin le poids de la vache, le poids réel, donc qui faisait un tout petit peu moins de 1200 livres. Okay, et il a la distribution qui est donnée par tout le monde. Donc en particulier, il l'avait ordonné en quantile. Okay, donc le quantile à 5% était de l'ordre de 1074 livres, et le quantile à 95%, 1293 livres. Okay, donc on a ces données-là. Donc je vous rappelle ici quelques statistiques. Mais le point intéressant, c'est que quand vous regardez la moyenne de toutes les données, on est à 1 livre près au poids exact de la vache. Donc Galton avait pas mal réfléchi à l'époque là-dessus.
en se disant, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il faut essayer, au lieu de ce qu'on faisait classiquement quand on faisait des modèles, c'était de dire, je vais essayer de trouver le meilleur modèle. Donc là, ce qu'on voudrait dire, c'est je vais essayer de trouver le meilleur pronostiqueur de poids de vache, et je vais toujours parier sur lui, ou je vais toujours lui demander de me donner un prix, ou un poids, pardon, à différentes quantités, parce que visiblement, il est fort. Okay, et ce que dit Galton, c'est non, c'est pas forcément la bonne stratégie de trouver le meilleur, parce que ça se trouve, cette personne qui va gagner, il ne gagnera pas une autre foire agricole, il semblerait être relativement bon, mais ça se trouve, il a eu de la chance. Okay, et ça se trouve, tout le monde donne un prix complètement aléatoire, mais ça se trouve, personne. Il n'y a aucune consistance dans le temps sur ces joueurs. Okay, ce que dit Galton, c'est ce qui peut être intéressant, c'est ne pas travailler sur un estimateur unique et donc essayer de trouver le meilleur parieur, mais plutôt de se dire qu'on va plutôt utiliser la moyenne des pronostics qui ont été faits, la moyenne des prévisions. Okay, donc cette moyenne des prévisions, elle pourrait devenir quelque part une méthode assez simple pour faire la prévision. Il suffit d'avoir des pronostiqueurs, d'avoir des experts, et au lieu de dire je cherche le meilleur expert, je vais utiliser donc, cette notion de vox populi qui consiste à dire je vais utiliser une information basée sur l'agrégation de ces personnes, de ces pronostiqueurs et de ces experts. Alors, Galton a quand même fait un tout petit peu de maths derrière en se demandant est-ce que je peux regarder la fonction de perte, la perte attendue. Et donc, il avait noté la chose suivante, c'est que quand je regarde l'espérance de xj moins t, donc xj, encore une fois, c'est de dire je vais sélectionner la personne j. Okay, ce qu'on peut montrer, c'est que la perte moyenne, elle peut se décomposer de la manière suivante. J'ai du x bar moins t au carré et quelque chose en plus. Donc, cette quelque chose en plus, c'est tout simplement un terme qui correspond à un terme de variance. Okay, mais ce que dit donc Galton interprétait ça comme une décomposition d'ambiguïté. Ce qu'il dit, c'est que la perte moyenne que vous avez en sélectionnant un individu, c'est la variance, plus un terme qui est ce terme-là, alors qu'on pourrait interpréter comme étant un biais au carré aussi. Mais Galton raconte une autre histoire sur cette décomposition de notre estimateur. Okay, et ce qu'il dit, c'est que finalement, cet estimateur, cet estimateur est forcément meilleur parce qu'il a une fonction de perte plus faible. Okay, donc j'ai plutôt toujours intérêt, au lieu de choisir une personne, de choisir plusieurs valeurs. Mais ça, c'est des choses qu'on a déjà vues en stats. Je veux dire, c'est juste dire, si jamais je dois prédire la taille d'un individu, je ne vais pas prendre un individu au hasard et dire, je vais donner ta taille parce qu'elle doit être correcte. Je vais plutôt faire la moyenne. Ça me donne un estimateur qui a une variance plus faible. C'est jamais que la traduction avec une histoire un petit peu différente de la même propriété mathématique. Okay, et donc, c'est vraiment ce que raconte Galton. Alors, il fait aussi des déviations par rapport à la loi normale. Donc, il fait toutes sortes de choses. L'article est vraiment intéressant. Je vous ai mis le lien en vert, il suffit de cliquer dessus. Mais ça, dès le début, donc dès 1907, Galton se dit agréger des prédicteurs, c'est sûrement une bonne stratégie. Et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser ici. D'accord, donc, et il y a plein de méthodes pour justifier cette approche-là. Le premier, c'est plutôt la discussion statistique qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire c'est toujours meilleur de prendre une méthode qui utilise toutes nos observations plutôt que d'utiliser une seule observation. On peut voir ça juste comme étant un problème de décomposition de la variance, mais l'histoire de Galton est relativement jolie. Donc, on a toujours quelque chose. La méthode par ensemble généralise mieux, donc en tout cas prédit mieux que si jamais j'utilisais un prédicteur unique. Okay, mais on va voir qu'il y a d'autres utilisations, enfin d'autres interprétations quelque part du fait que cette méthode elle est sûrement intéressante. Donc cette méthode statistique, il y a aussi une légitimation computationnelle qui consiste à dire que c'est des fois plus rapide de trouver cette meilleure fonction. Encore une fois, c'est ce qu'on cherche. On cherche le meilleur prédicteur. Et d'un point de vue computationnel, c'est des fois plus simple. Au lieu de se dire je vais chercher à résoudre un problème d'optimisation relativement compliqué, on peut se dire en fait, on peut s'amuser à résoudre des petits problèmes en se disant tout le monde fait sa petite prévision dans son coin, mais avec des modèles très très simples. Et au final, si jamais je prends la moyenne de ces modèles très simples, peut-être que j'ai quelque chose qui s'approche de manière très rapide vers quelque chose qui serait obtenu en faisant un gros problème d'optimisation compliqué. Donc on peut avoir quelque chose qui est rapide, en tout cas plus rapide qu'un problème d'optimisation. Okay, donc ça repose aussi sur le fait qu'optimiser, ça peut être compliqué. D'accord, donc j'avais fait une petite discussion au début sur
euh, sur des compléments de maths en termes d'optimisation. Et je vous ai donné des méthodes qui permettent de simplifier pas mal de problèmes, mais dans pas mal de cas, on ne sait pas faire. Et en particulier, quand on en parlera dans les prochaines capsules où je parlerai des réseaux de neurones, dans les réseaux de neurones, on peut avoir des vrais soucis d'optimisation parce que les fonctions sont compliquées. Il y a beaucoup d'optimums locaux et peut-être qu'on peut tomber dans des cuvettes sans le savoir. Okay. Alors, ce n'est pas forcément très gênant. Je pense que ça l'est d'un point de vue de l'interprétabilité, parce qu'on interprète les choses de manière fausse, mais en tout cas, la prévision pourrait être correcte. Okay. Donc, les aspects computationnels sont importants. Essentiellement parce que ce qu'on va proposer maintenant, c'est des algorithmes. Donc, on n'aura pas de forme fermée pour nos estimateurs. On va se contenter d'avoir des algorithmes. Et donc, avoir des algorithmes efficaces, c'est important. Et un autre point qui est peut-être un peu plus philosophique, c'est une interprétation en termes de représentation qui consiste à dire en faisant, disons, des moyennes de modèles, peut-être qu'on peut arriver sur des choses qu'on n'avait pas envisagées. Okay. Un exemple pourrait être, si jamais chacun fait des modèles linéaires, si jamais j'agrège tout ça, je peux peut-être obtenir quelque chose de non linéaire. Okay. Donc ça, c'est une propriété qui peut être relativement intéressante et qu'on va éventuellement essayer de garder. Donc ça nous permet en fait d'enrichir la classe des fonctions qu'on utilise dès lors qu'on commence à agréger. Alors, j'ai pas beaucoup défini le terme agrégé, je reviendrai un petit peu là-dessus parce que ça avait été discuté en particulier par Condorcet sur ce que c'est que cette méthode d'agrégation. Alors, avec une distinction très très simple. Si jamais je fais une régression, on va faire des moyennes. Okay. Donc c'est un petit peu ce que j'avais expliqué dans la notion de bagging. Donc on dit je vais faire des prévisions puis je vais prendre la prévision moyenne. C'est aussi ce que disait Galton. Il prend tous les prédicteurs et il prend la moyenne de ces prédicteurs. Alors implicitement on fait ça parce qu'on travaille sur une norme L2, okay, sur une fonction de perte L2, mais on pourrait utiliser autre chose. Voilà. Même si nous ce qu'on fera c'est essentiellement des problèmes de moyenne. Dans le cas de la classification, alors il faut se souvenir que la plupart des classifieurs ne cherchent pas à attribuer une probabilité. Il faut penser au SVM. C'est juste de mettre dans une classe, donc de trouver une frontière de séparation, de dire là j'ai mes 0, là j'ai mes 1, là j'ai mes bleus, là j'ai mes rouges. Okay. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec un vote à la majorité. Okay. Donc cette histoire de majorité, elle est intéressante. Et alors, c'est ce que je raconte un petit peu après. Donc ça avait été largement étudié par Condorcet. Donc le marquis de Condorcet, donc c'est à l'époque de la Révolution française, avait beaucoup travaillé sur l'arithmétique probabiliste, sur les questions de vote en particulier, donc sur tout ce qui est le paradoxe de Condorcet, dans les stratégies de vote, ce genre de choses. Et il avait fait un petit article intéressant en 1785 qui est sur l'analyse des probabilités de décision rendues à la pluralité des votes. Donc on est dans un problème de vote et on essaie de voir quel est le résultat final d'un vote. Et en particulier, Condorcet avait dit la chose suivante, c'est que si jamais on a une probabilité de se tromper, donc pensez à un classifieur, encore une fois, puisqu'on va l'appliquer ici dans des problèmes de machine learning. Donc j'ai un classifieur, okay, chaque classifieur peut se tromper. Okay. Donc peut se tromper, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire qu'une personne va être de type 1 alors qu'elle est de type 0, ou au contraire qu'elle est de type 0 alors qu'en fait, en réalité, elle est de type 1. Donc, c'est les erreurs que l'on commet observation par observation. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je faisais une prévision sur n individus, j'aurais une probabilité P d'avoir des mauvais classements, donc soit des faux positifs, soit des faux négatifs. Okay? Donc P, c'est la proportion de termes sur ma diagonale sur la seconde diagonale dans une matrice de confusion. Okay? Donc c'est la proportion de faux positifs, faux négatifs par rapport à toutes les prévisions que j'ai pu faire. D'accord? Donc, ce que notait Condorcet, c'est qu'en fait, on est capable de faire baisser cette probabilité de se tromper, non pas en construisant des meilleurs prédicteurs, mais tout simplement en demandant à plusieurs personnes de faire des votes. Alors, on va supposer dans un premier temps qu'ils sont tous indépendants. Okay? Donc, supposons que chacun des personnes qui votent n'écoute pas ce que font les autres. Okay? Donc, c'est un petit peu un des principes dans les principes des poids des vaches aussi. Il faut que normalement tout le monde donne un poids quelque part en croyant sa seule conscience, c'est-à-dire en n'écoutant pas ce que donnent les autres. Si jamais quelqu'un dit 1400 livres, il ne faut pas que je sois entraîné à donner un poids plus grand. Donc, il y a une notion d'indépendance sur laquelle je vais revenir un tout petit peu après. Okay. Donc, je suppose que tous mes modèles fonctionnent de manière indépendante et chacun se trompe avec la même probabilité. D'accord? Donc, c'est vraiment juste pour avoir un ordre de grandeur de ce qui se passe. C'est totalement irréaliste, mais en tout cas, c'est intéressant parce que ça donne les premières idées sur ce qu'on essaie de faire. D'accord? Donc, l'idée, c'est que chacun va voter.
Donc, on a N personnes. Donc, le N, c'est le nombre de personnes qui vont voter pour prendre une décision. Okay, et je vais supposer que tout le monde vote de manière indépendante et que tout le monde peut se tromper. Voilà. Donc, c'est un principe de base. Ce que notait Condorcet, donc on peut calculer la probabilité de se tromper. Alors, c'est juste une histoire de combinatoire et de loi binomiale. Okay, puis, encore une fois, j'ai l'indépendance. Donc, la somme de mes variables de Bernoulli qui sont se tromper ou pas se tromper suit une loi binomiale. Okay, donc, je me trompe, enfin, plutôt, se tromper collectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité a tort. D'accord. Donc, on est vraiment sur cette histoire de prise de décision à la majorité. Okay, est-ce que quelle est la probabilité de se tromper collectivement en utilisant une règle de majorité? Ce que montre Condorcet, c'est qu'en fait, elle peut être relativement faible. Okay, si jamais, donc ici, je vous ai fait des graphiques. D'accord. Donc, si jamais je suppose que j'ai 11 individus, alors on va souvent prendre des nombres impairs parce que ça permet d'éviter les problèmes. Avec un nombre impair, vous avez toujours une majorité, il n'y a pas d'ex aequo, ce qui est toujours un petit peu gênant. Si jamais il y a 30% de chances de se tromper, donc c'est quand même relativement important, on s'aperçoit qu'en ayant 11 votants et en travaillant à la majorité, donc quand est-ce qu'on se trompe? Quand 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 personnes prennent la mauvaise décision, okay, on s'aperçoit que cette proba elle est plus petite que 8%. Donc en fait, en agrégeant collectivement ces votes, on fait fortement baisser la probabilité de se tromper. Okay, si jamais j'étais à 40%, donc c'est quand même des probabilités assez élevées. Encore une fois, ça veut dire que j'ai un classifieur qui est très mauvais. Avoir 40% de chance de se tromper, ça veut dire que dans 60% des cas seulement, je suis bon. Okay, donc, on a vu, on a déjà fait des classifieurs en régression logistique, on se trompe de manière beaucoup plus faible. On est plutôt avec 10% d'erreur ou ce genre de choses. Là, on considère le cas où vraiment on est très mauvais. Okay, alors, on continue à se tromper dans un cadre raisonnable, c'est-à-dire que j'ai quand même des modèles qui se trompent moins souvent qu'ils n'ont raison. Okay, donc ça, c'est quand même la moindre des choses qu'on va demander à nos modèles, c'est quand même d'aller dans le bon sens. Okay, donc d'être moins mauvais qu'un classifieur aléatoire, quelque part. Okay, donc si jamais je suis juste un tout petit peu meilleur qu'un classifieur aléatoire, donc ici je passe de 50% à 40% d'erreur, donc encore une fois je suis très mauvais. Okay, dans ces cas-là, en agrégeant 11 modèles, on s'aperçoit que la probabilité elle est à 24%. Okay, donc ça reste élevé, mais c'est quand même nettement plus faible que le 40% qu'on avait tantôt. D'accord. Donc on voit qu'en agrégeant des modèles, on a quelque chose qui rend la prédiction nettement meilleure. Et surtout, on est en train de voir que, en fait, la prévision n'est pas forcément l'idée de construire un modèle compliqué. En fait, je peux très bien avoir un très bon prédicteur en agrégeant plein de petits modèles qui sont relativement simples. Et ça, c'est une idée géniale. Ça, c'est une idée géniale et qu'on va exploiter avec, encore une fois, les deux directions que j'ai évoquées tantôt. Je vais construire plein de modèles en faisant du bagging, qui est un peu l'idée qui va se trouver là, mais je peux aussi faire la même chose avec des apprentissages séquentiels où je peux apprendre de manière tranquille. Si jamais je suis pas pressé, je vais apprendre tranquillement. Et au bout d'un moment, je peux espérer avoir quelque chose de relativement bon. Okay, donc c'est ce qu'on observe ici, où on peut voir que quand ma probabilité de me tromper augmente, okay, il me faudra de plus en plus de modèles pour pouvoir avoir une probabilité relativement faible de me tromper. D'accord. Donc là, alors, j'ai quelque chose en escalier parce que j'ai fait tous les nombres et j'ai des problèmes d'ex aequo. Donc ici, j'ai exclu les ex aequo, bon, peu importe. Mais voilà, si jamais j'étais à 30%, on voit que la probabilité de se tromper quand on a pas mal de modèles, elle décroît beaucoup. Et en particulier, genre vous avez 40 modèles, vous avez une probabilité de vous tromper qui est quasiment nulle. Okay, donc ça, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans les élections. Enfin, je sais pas quand je diffusais ces capsules, mais voilà, moi, ici, on est début novembre. On sort des élections américaines. Ce qu'on a vu, c'est que ça pouvait être intéressant d'aller agréger des prévisions qui ont été faites par les prédicteurs. Okay, c'est par les sondeurs. Donc c'est toujours plus intéressant, au lieu de se dire je vais essayer de trouver le meilleur sondeur et le suivre, de se dire je vais plutôt construire une agrégation à partir de tout ça. A priori, ça sera meilleur. D'accord. Donc on voit qu'on a cette diminution donc de la probabilité de se tromper avec le nombre de votants. Okay, donc le nombre de votants, encore une fois, c'est n. Okay, forcément, si jamais j'ai des modèles qui sont très mauvais, je vais diminuer lentement. Okay, donc si jamais j'ai 45% de chances de me tromper, mais encore une fois, c'est énorme. Dans ces cas-là, on voit que ma probabilité d'avoir tort quand on agrège à la majorité des votes va tendre vers 0. Donc ça, on peut le prouver sans aucun problème. Mais il va falloir beaucoup de modèles pour pouvoir passer en dessous de 20% ou 10%. D'accord ? Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fallacieux dans mon raisonnement, c'est que je suppose que les votes sont indépendants.
Et ça, c'est un problème. C'est que, alors, c'est indépendant conditionnellement à la décision, d'accord? Donc, si jamais vous pensez à un modèle d'apprentissage, je suis indépendant conditionnellement à mes X. Hein. Donc, encore une fois, si jamais j'ai des X qui ont peu de chance, supposons que ce soit prédire un décès, ok? Si jamais il y a quelqu'un qui a vraiment peu de chance de mourir, tous mes modèles devraient prédire une probabilité faible, d'accord? Mais donc les données ne sont pas indépendantes, elles sont conditionnellement indépendantes par rapport à mes X. Okay, ce qui est une hypothèse qui pourrait être acceptable sous certaines conditions. Mais on peut juste se demander, est-ce que cette hypothèse d'indépendance, elle est forte ou pas? D'accord? Parce qu'en fait, elle est importante. Elle est importante. Alors, je vais juste vous montrer un moment, juste après pourquoi, enfin, dans quelle proportion elle est importante. Elle est importante parce que c'est celle qui me permet d'obtenir ma loi du comportement de mes n individus, de dire que ma somme de Bernoulli, c'est une binomiale. Je ne l'ai qu'à condition d'avoir des variables indépendantes. Okay, mais le point de ces deux slides, c'était de dire cette stratégie d'agrégation, elle marche à condition que les modèles ne soient pas stupides. Donc, pas stupide veut dire qu'ils sont raisonnablement bons, ok, mais pas forcément très bons. Encore une fois, le 30% ici, j'ai pas forcément envie d'avoir ça. Okay, c'est qu'en fait, je peux peut-être avoir du 40%, donc je vais peut-être avoir des modèles qui se trompent plus souvent. Okay, mais dans ces cas-là, à partir du moment où j'en ai beaucoup, c'est pas très grave. D'accord. Donc, il suffit juste d'avoir des modèles qui soient un peu meilleurs que les modèles aléatoires, okay, et qui soient aussi indépendants que possible. Alors, je vais juste le justifier juste après, c'est aussi indépendant que possible. J'en avais besoin formellement, mais on peut se demander ce qui se passe si on quitte cette hypothèse. Alors, je l'avais fait ici en me disant, ok, je suppose que j'ai une petite corrélation entre toutes mes variables. Okay, donc, je suppose une espèce de modèle probit sous-jacent. Donc, je suppose que derrière mes Bernoulli se cache un modèle gaussien. Okay, et j'ai un vecteur gaussien échangeable avec une même corrélation entre tout le monde. Okay. Donc, ici, de mémoire, j'ai fait une corrélation relativement faible, genre 5%. Okay. Bah, ce qu'on voit, c'est que dès lors que j'ai une corrélation qui existe entre mes observations, entre mes prévisions, ben on voit que la décroissance qu'on avait par exemple dans le cas de 30%, elle est très faible. D'accord. Donc on a dès lors que j'ai une corrélation qui est un petit peu forte, et encore il n'y a pas besoin qu'elle soit très très forte, en fait cette propriété d'agrégation marche relativement mal. Okay. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour rendre les prévisions aussi indépendantes que possible. Okay. Donc je vais aller un petit peu vite, mais encore une fois, la méthode qui marchera le mieux, ça sera d'utiliser les méthodes de bootstrap. Et c'est ce qu'on fera quand on fera du bagging. Okay, il faut quand même que les modèles soient relativement intéressants, mais les méthodes de out of sample marchent bien, mais il faut quand même avoir pas mal de groupes. Le problème, c'est que plus j'ai de groupes dans mon k-fold out of sample, plus j'ai d'observations qui sont instables, donc c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. Le bootstrap sera la méthode la plus simple pour tendre quelque part vers cette histoire d'indépendance. Okay. Je vais juste finir avec une petite discussion sur le cas bayésien. Parce que, comme toujours, plein de méthodes que je vais vous présenter peuvent être revues comme étant tout simplement des méthodes assez classiques en bayésien. Donc, souvenez-vous juste de la régression ridge. La régression ridge, je vous avais dit, on essayait de l'avoir pour une raison essentiellement computationnelle, okay, de problèmes de valeur propre trop proche de zéro. On décalait tout sur la diagonale un petit peu, mais en fait, c'était ce que faisait. On récupère l'estimateur bayésien naturel, en fait. Et en fait, ce que je vous dis sur les histoires d'agrégation de modèles, en fait, c'est très exactement ce qu'on fait en bayésien. Okay, donc, l'histoire du bayésien, c'est de dire, je vais supposer que j'ai M modèles. On suppose qu'on en a un qui est correct et on essaye de savoir lequel. Okay. Dans ces cas-là, quand on essaye de faire ça, donc encore une fois, c'est juste inverser des probabilités. Donc j'essaie de deviner quelle est la probabilité que mon modèle T soit le meilleur conditionnellement à mes observations. Dans ces cas-là, ça va revenir à mettre des poids sur les différents modèles. Okay. Donc c'est ce que je formalise ici. Hein. Donc je dis que T, c'est mon choix. Okay. Donc est-ce que j'ai M modèles possibles? Donc est-ce que le vrai modèle utilisé, c'est le modèle 1, 2, 3, 4, 5 ou jusqu'à M? Okay. Donc j'écris ma probabilité de mon modèle, quelque part, mon modèle agrégé. Okay. Donc c'est celui qui va correspondre à la probabilité de prendre la valeur 1 conditionnellement à mes X. J'utilise la formule des probabilités totales. Okay. Donc je rajoute ce T. Le T, je peux le faire intervenir comme étant un problème de conditionnement. Donc je vais regarder la probabilité
d'être de type 1 conditionnellement à X et conditionnellement à T, multiplié par la probabilité de choisir T conditionnellement à mes X. Et donc, ma probabilité jointe, qui était la valeur ici, le Y chapeau T, qui était celui qui est donné par une agrégation de modèles. Okay, pardon, c'est mon Y chapeau, pas mon Y. Il n'y a pas de T qui intervient ici, il faut juste que je gomme un tout petit peu là. Voilà. Le Y chapeau, je peux le voir comme étant une moyenne pondérée. Donc j'ai des poids WT qui vont être les probabilités de choisir chacun des modèles conditionnellement à mes X, multipliées par la prévision qui est donnée par chacun des modèles. Okay, donc on arrive à cette chose relativement intuitive qui consiste à dire qu'en fait, au lieu de faire la prévision suivant un modèle, je vais faire une moyenne de mes prévisions. Okay, et quelque part, cette méthode-là va nous permettre de converger vers le meilleur modèle. Donc ça, c'est toute une discussion qui peut exister en stade bayésienne pour trouver le meilleur, conditionnellement donc à ces poids. Donc si jamais mes poids me disent je converge, je mets 99% de la masse sur un modèle, c'est sûrement que c'était celui-là le meilleur. Okay, donc on voit arriver quelque part l'idée de cette agrégation en fait en statistique bayésienne, où a priori peut-être je pars de mes modèles qui étaient tous équivalents, et puis en fonction de la manière dont ils se comportent, je vais choisir un tel ou tel modèle avec des fonctions de poids. Ok. Je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on a déjà fait pas mal de choses et on va continuer donc avec du stacking qui va consister à créer plein de modèles puis à aller essayer d'améliorer en combinant des modèles et arriver tranquillement au random forest. Ok. À bientôt.